Raphaël Jacob, Catherine Loubier, Michel Séauger, bonsoir à vous trois. Bonsoir. Semaine encore marquée par ces tarifs douaniers, les relations Canada-États-Unis. Monsieur Trump qui a encore parlé de son 51e État, Raphaël. Oui, où commencer? À part dans la couche additionnelle qui suit une autre couche additionnelle. C'est une enflure, c'est une escalade rhétorique, peu importe comment on veut appeler ça. Ce qui est clair, c'est que fondamentalement, ce qui demeure l'élément le plus important, c'est qu'on a affaire à une négociation. Négociation par voie d'intimidation, certains diront peut-être, mais négociation néanmoins. Au final, le plus important de tout ça, Catherine, c'est pas qui va gagner la guerre d'ego, parce que de toute façon, d'un point de vue strictement humain, comment qui que ce soit peut-il espérer gagner une guerre d'ego contre Donald Trump? La question, c'est beaucoup plus de savoir si et quand le gouvernement canadien va pouvoir mettre de l'avant un plan, de ce qu'on en comprend peut-être dès les prochains jours, qui va être en mesure de satisfaire suffisamment le président élu et son entourage, notamment et particulièrement sur la question frontalière, pour qu'il recule sur la fameuse menace de tarif de 25 Tout le reste, sans dire que ça n'a pas d'importance, c'est surtout du bruit. Le problème et la question fondamentale, c'est là que ça se trouve. Est-ce qu'on peut vraiment le satisfaire, Catherine? Bien, c'est une bonne question. En fait, si Justin Trudeau a des informations dans ses négociations avec les Américains, et j'espère qu'il les communique au premier ministre, qui, eux, sont vraiment en première ligne de cet enjeu-là. On le voit dans les derniers jours. Il y a clairement un manque de leadership de M. Trudeau face au premier ministre. Donc, beaucoup d'attentes par rapport à cette annonce-là. Les premiers ministres, entre autres, Mme Smith, M. Legault, ont déjà pris action. Mme Smith, je lui donne A+, parce qu'elle a déjà traversé la frontière, est avec des gouverneurs cette semaine à Las Vegas. Elle a un plan de 29 millions d'une nouvelle police à la frontière. Donc, vraiment, poser des gestes, elle n'a pas attendu. M. Legault, la même chose. Mais il faut voir aussi dans les détails. Parce que c'est pas juste l'argent et c'est pas juste les passages à la frontière qu'on veut réduire, mais c'est aussi d'aller voir les problèmes intrinsèques des suspects associés au terrorisme qui passent la frontière. Et pourquoi il y a des cargaisons de fentanyl qui passent la frontière? C'est lié au blanchiment d'argent, au crime organisé. Donc, je pense qu'il y a une grande feuille de route qui va être sur plusieurs années avec une annonce importante qui doit être immédiate là, dans la mise à jour économique. De lundi. Michel C. Ce qu'on voit aussi, c'est les premiers ministres qui jouent chacun de leur côté. Oui. Ce matin, M. Miller a dit que les premiers ministres provinciaux étaient, pour prendre une expression de hockey, des mangeux de puck. Je serais tenté de lui dire que ce serait mieux s'il y avait un coach derrière le banc. Et le coach, c'est M. Trudeau. Et M. Trudeau est pas mal aux abonnés absents ces temps-ci. Puis, voyez ce qui se passe. On a un président désigné des États-Unis, qui va devenir président dans un mois, mais qui se comporte exactement comme s'il avait déjà prêté serment et s'il était déjà président. Et on a un premier ministre du Canada qui dit on va parler aux provinces, on va voir ce qu'on peut faire, et qui n'est pas extraordinairement proactif. Alors, à un moment donné, le problème est la différence, pas d'ego, parce que ça, Raphaël a raison, on ne la gagnera pas, cette guerre-là, mais de leadership. Le leadership à Ottawa est faible. Le leadership à Washington ne sera jamais aussi fort qu'aujourd'hui. Alors cette différence-là, elle joue vraiment contre le Canada, puis ça fait des premiers ministres qui disent comme M. Ford, on va leur couper les vivres, on va leur couper le pétrole. Lui qui ne vend à peu près pas d'énergie d'ailleurs aux États-Unis, alors que des premiers ministres comme ceux du Québec puis de l'Alberta disent oh, c'est moi qui en vends, je suis pas sûr que je vais couper ça. Et M. Ford qui dit eux ils ont peur, moi j'ai pas peur. Et ça fait désordre pas mal là. On peut pas savoir, Raphaël, ce qu'il y a dans la tête de Donald Trump. Personne ne peut savoir comment fonctionne sa tête. Par contre, de voir tout ça, cette espèce de front qui est désuni finalement au Canada, est-ce que lui, ça lui donne des munitions aussi dans ce dossier-là, vous pensez? Il ne peut pas, lui et son entourage, faire autrement qu'être mort de rire. C'est pas pour rien, justement. Et c'est pour ça qu'il lance des blagues? Exactement, et qu'on se moque ouvertement de M. Trudeau, parce qu'il est tellement affaibli présentement, ne serait-ce que dans la dynamique de la relation entre les deux pays. Et à la base, pour revenir un petit peu sur ce que Michel vient de mentionner, c'est vrai que le rapport de force n'est pas égal présentement. En même temps, ce que j'aurais le goût de vous ajouter, c'est qu'il ne peut pas être égal, point, peu importe qui est en place. Ça a peut-être l'air d'une évidence, mais ça vient d'être mentionné, surtout dans le contexte des propos de M. Ford, le premier ministre ontarien. C'est-à-dire que lorsque vous avez un pays comme le Canada qui bâtit un modèle économique axé en énorme partie sur une dépendance aiguë envers les États-Unis, parce que je m'excuse, mais c'est ce que c'est,
quand on arrive dans une situation où il y a un différent entre les deux, où les États-Unis font des demandes, on n'est pas dans une situation de rapport de force. Ça, c'est un élément fondamental à reconnaître, qui fait en sorte que lorsqu'on a des premiers ministres comme M. Ford qui vont de propos de la sorte, c'est pour le moins inutile, pour ne pas dire nuisible. Ça ne règle absolument rien. Je ne veux pas rentrer sur la joute politique canadienne. Je vais laisser ça davantage à Catherine et à Michel. Mais disons que certains premiers ministres, certaines premières ministres, pour un petit peu renvoyer la balle à Catherine là-dessus, là, qui ont peut-être été plus adroits et plus adroites dans les derniers jours que d'autres. Catherine, vous disiez que Daniel Smith a bien fait ça. Doug Ford, bon, évidemment, on comprend que pour lui, c'est œil pour œil, dent pour dent, finalement. Mais il est aussi allé parler directement aux Américains sur Fox News, entre autres, 2 fois. Est-ce que ça peut être une bonne stratégie? Bien, la meilleure stratégie, je pense, c'est de se déplacer aux États-Unis ou faire des appels aux gouverneurs et aux membres du Congrès. Là, je pense que les gouverneurs sont des grands alliés parce qu'ils sont aussi, comme les premiers ministres, en première ligne. Et il faut dire, les tarifs, c'est mauvais pour les 2 pays. Ça va augmenter les prix et ça va faire mal aux emplois des 2 côtés. Puis les gouverneurs le savent très bien. Je pense, et ce que j'entends aussi, c'est que il y a beaucoup de membres du Congrès et de gouverneurs qui se pincent la langue en ce moment et disent, bon, on va laisser à M. Trump son grand coup, ses 100 ordres exécutifs dès après le 20 janvier. On va le laisser mettre la table avec son agenda avec force et puis après ça, on va essayer de débobiner un peu parce que ça va nous faire mal aussi à nous. Donc, je crois que l'attitude sage de certains premiers ministres de dire, puis c'est pas juste une question de diplomatie, mais de dire, il faut pas sauter dans les rideaux avant même. Il faut écouter ce que le président Trump a dit. Il a dit, si vous montrez que vous allez prendre le taureau par les cornes au niveau des problèmes à la frontière et du fentanyl, vous pourriez ne pas avoir de tarifs. D'un autre côté, il parle d'un déficit commercial et même subventionné du côté canadien. Donc, je pense qu'il faut s'attendre, et c'est le bruit qu'on entend de Washington, quand même à quelque chose d'important dès le 21 janvier sur la renégociation de l'ALENA, appelons-la comme ça, cette fois-ci 3.0, le même entente que lui-même a signé quand il était président. Et il faut s'attendre aussi à laisser quelque chose sur la table, à faire des concessions. Mais pour l'instant, ne provoquons pas la bête et allons-y avec des actions concrètes pour montrer que on veut finalement avancer dans l'agenda America First et en ressortir gagnant comme pays. Est-ce que, Michel, la mise à jour économique de lundi pourrait justement refroidir la bête un peu, entre guillemets, comme le dit Catherine, parce qu'il pourrait y avoir un plan qui pourrait être chiffré? Les collègues de la colline parlaient d'un plan d'au moins $1 milliard possiblement. Est-ce que ça pourrait calmer la bête Donald Trump? Je suis pas sûr qu'il n'y a rien qui peut calmer la bête de Donald Trump actuellement. Il vient d'être élu, il a tous les pouvoirs. C'est pas vrai. Et d'autre part, la réponse facile pour M. Trump, même si on met $1 milliard sur la table pour la frontière, c'est de dire c'est pas assez. J'en veux plus. Alors, il veut quoi? Alors, ça, c'est une très bonne question, puis je ne sais pas la réponse, je vous le dis tout de suite. Mais à la fin, il va falloir attendre aussi que les choses se calment un peu. Catherine parlait des 100 ordres exécutifs qu'il va faire dès les premiers jours. Bon, ça va nous donner un début de feuille de route. Et après ça, là, on arrivera peut-être à une négociation commerciale qui a de l'allure. Mais n'oublions pas, là, ça va être la 3e version de l'ALENA. Les 2 premières ont été défaites par M. Trump. Il y en a une qu'il a exigé et signé et qui ne veut plus. À un moment donné, dans les relations internationales, il faut un minimum de prévisibilité. Et là, je ne suis pas sûr que l'éléphant dans la pièce va trouver ça si agréable si à un moment tout le monde dit on ne peut pas se fier à votre signature, monsieur. Raphaël, avez-vous lu votre magazine Time cette semaine? je l'ai, disons, lu de travers, Catherine. Ah oui, hein? Écoutez, je sais On le voit à vous en l'écran, allez. là, c'est parce qu'il a été nommé, bien sûr, personnalité de l'année. C'est pas la première fois, il l'avait été en 2016 aussi, mais il succède à Taylor Swift cette année, là. Exact, oui. Et pour ceux et celles qui ont suivi moindrement, disons, l'actualité électorale de dernière année, il y a quelque chose d'assez ironique dans le tout. On ne va pas y revenir. Je m'étais promis le jour d'élection que je n'avais plus, au moins d'ici la fin 2024, je ne reprononcerai les noms de la chanteuse en question. Je ne vais pas le faire ce soir. Pour vous. Merci, Catherine. Réussi encore une fois. Ouais. Mais ce que je veux quand même mentionner rapidement, c'est que sur la question de la personnalité de l'année, vous faites bien, Catherine, de le mentionner, là, c'est non seulement normal, ça aurait été
extrêmement surprenant et inhabituel que le magazine choisisse qui que ce soit. Exactement. Ben oui. Pas simplement en vertu de toute la place que M. Trump a pris dans la dernière année, mais parce que historiquement, lorsque vous remontez à peu près 100 ans en arrière, parce que c'est cette tradition-là, si on veut, les quasi-centenaires, celle de la personnalité de l'année Time, la grande majorité des années électorales présidentielles aux États-Unis se sont vues coiffées à la fin par une personnalité de l'année qui était la personne qui venait d'être élue président des États-Unis. Une petite exception que je me permets de mentionner pour la référence historique, en 1944, il y a un type qui n'avait pas encore été élu président qui a été nommé personnalité de l'année. Le seul de l'histoire, c'était Dwight Eisenhower, parce qu'on était évidemment à l'apex, si on veut, de la Deuxième Guerre mondiale, l'année du débarquement de Normandie. Et M. Eisenhower, à l'époque, n'était pas encore le président Eisenhower, mais le général Eisenhower, le commandant suprême des forces alliées. Il était juste un peu d'avance. Exact, exact. Et le punch de l'histoire, je termine là-dessus, c'est qu'en 52, 8 ans plus tard, lorsque Eisenhower a finalement été élu président après avoir fait le saut en politique, eh bien, Time a choisi quelqu'un d'autre comme personnalité de l'année. Michel, l'avez-vous lu? J'ai lu l'entrevue, oui, qui est... Il y a quelque chose d'absolument amusant là-dedans. Là. Le Time a pris l'habitude maintenant de mettre en rouge les choses qui ne sont pas vraies. Il y avait beaucoup, beaucoup de rouge dans l'entrevue. Des faits qui ne sont pas prouvables de la part du président. Là. Ah oui. Ça nous dit que, d'une part, qu'il n'a pas changé, et deuxièmement, que ces exagérations, ou appelons, disons pas ça des mensonges, ces choses inexactes sont aussi des outils de négociation. Et on voit très bien où il s'en va dans certains des dossiers, justement parce qu'il continue ou ne continue pas ce qu'il disait dans la campagne électorale. Et on a l'impression, comme vous le disiez, Raphaël, d'entrée de jeu, que Joe Biden, on ne le voit plus du tout, finalement, même si, ou je pense que c'est Michel qui disait ça tantôt, hein. Catherine, Donald Trump prend toute la place, là. Oui, bien, et puis, en fait, tu sais, quand on dit personnalité de l'année, là, c'est quand même, ça fait 2 fois qu'il est élu président des États-Unis. Il s'est débarrassé de Joe Biden durant un débat, a fait face à un autre candidat et une manière tout à fait différente de gouverner avec un mandat fort, surtout sur l'immigration et le coût de la vie. M. Biden, écoutez, il n'est pas très en forme, je pense, d'une part, là. Et d'autre part, il prend des décisions quand même importantes. Il faut le voir. Là. Il y a de l'argent qui a été octroyé pour l'Ukraine récemment de manière significative, des milliards de dollars. Il y a ces pardons, ces commutations de peine, 1500 et 39 pardons. Alors, il fait ce que fait un président en fin de régime, là. Mais il le fait de manière assez musclée, historique là, et particulière. Moi, je pense que les actions qu'il fait en ce moment seront défaites pour plusieurs par Donald Trump une fois au pouvoir. Ouais. Mais en ce qui a trait au pardon, je pense que ça enlève le peu de lustre qui restait sur sa présidence que de faire en catimini ce genre de pardon-là. Donald Trump, donc, qui sera de retour le 20 janvier à la Maison-Blanche, qui prépare cette journée d'inauguration, d'installation, et qui a sa liste d'invités aussi. Il commence à y avoir des noms qui sortent, entre autres le président chinois, Xi Jinping, Raphaël, mais il a déjà dit qu'il ne serait pas là. Il l'a quand même invité. Exact, il l'a quand même invité, ce qui est extrêmement, on se parlait d'inusité il y a un instant, là, ce qui est extrêmement inusité. D'abord, avant tout, parce que, oubliez M. Trump, là, à peu près aucun président, au meilleur de ma connaissance, n'a eu la moindre invitation qui a été envoyée et encore moins acceptée à un leader mondial pour une investiture, pour une cérémonie inaugurale. Là, c'est non seulement qu'on a déjà procédé à une invitation, mais à plusieurs autres. Mme Meloni, la première ministre italienne, exact, le premier ministre également du Salvador. Et pour ces invitations-là, il n'y a toujours pas eu de suite formelle. Donc, on verra, mais ça serait très possible que là aussi, M. Trump réinvente un petit peu le script à sa façon et qu'on ait le 20 janvier, non seulement, si on veut, la galerie politique américaine traditionnelle, les sénateurs, les représentants, etc., mais peut-être certains leaders mondiaux également. On verra. Mais, encore une fois, je dirais que ça coifferait de façon assez spectaculaire une période de transition qui est là aussi extrêmement inusitée. Catherine parlait des décisions que M. Biden prend présentement un petit peu en catimini. Oui. Le simple fait est que, comme elle le mentionnait, dans l'espace public, il est essentiellement absent. On n'a jamais vu un président élu prendre autant de place comparativement au président sortant. Donc, dans ce contexte-là, oui, ça serait peut-être nouveau, mais en même temps, ça serait peut-être la suite logique des choses. Mais pourquoi il a invité le président chinois, Michel, d'après vous? Je pense que pour montrer que
il est capable de faire venir le président chinois à Washington pour son inauguration. Mais là, Il il va aura être pas là, il va réussi. me regarder prêter serment et il va. Mais non, c'est ça le danger. Mais c'est traditionnellement, j'en ai couvert une couple de ces inaugurations-là, Mhm. c'est une fête très américaine. On n'invite pas d'habitude des chefs d'État étrangers. En fait, je me souviens pas qu'on en ait invité. Alors, c'est quelque chose c'est une tradition américaine. C'est la fanfare de l'armée. C'est toutes sortes de choses comme ça que les Des Américains aiment beaucoup. symboles. Mais c'est le symbole. Alors, moi, si j'étais M. Trudeau, par exemple, je serais mal à l'aise de recevoir l'invitation parce que c'est un peu damned if you do, damned if you don't. Là. T'es dans le temps si tu y vas, t'es dans le temps si tu y vas pas. Catherine? Oui, je suis d'accord. Hein. On dirait que M. Trump essaie d'en faire un événement mondial mondain à la Trump, hein, avec sa cour qui serait maintenant, tu sais, qui comprendrait des leaders. Mon Dieu, écoutez, c'est quand même le chef des communistes là, qui a invité Keep your enemies close. Je ne sais pas, là, avoir vos ennemis près de vous. Mais définitivement, c'est pas la tradition. Donc, mes collègues ont raison. Il défait la tradition avec ça. La dernière fois qu'il a invité Justin Trudeau à Mar-a-Lago, ça a été vu comme un coup de circuit, mais avec du recul, on regarde ça et on se dit, c'était peut-être pas ça. Là. Donc, Mhm. est-ce qu'il invite les personnes qui respectent le plus? Il faut se poser la question. Mais bon, Monsieur Xi a dit non, a refusé Ouais. l'invitation. Et c'est très américain. Michel l'a dit, c'est la passation du pouvoir. Hein? Le vote est terminé. On doit entrer par Pennsylvania Avenue dans la Maison-Blanche. Et puis, c'est une cérémonie bien américaine. Raphaël, je veux que vous reveniez sur les pardons de M. Biden, parce que vous le disiez, il en a fait, je pense, 1500 cette semaine, après avoir offert la grâce présidentielle à son fils. C'est le plus grand nombre. Est-ce que vous avez l'impression qu'il fait ça en se disant, ben j'ai plus rien à perdre, mon legs, quel sera mon legs finalement? Alors j'y vais parce qu'il me reste encore la possibilité de le faire? Le plus grand nombre de l'histoire américaine, Ouais. effectivement, pour un président sortant en si peu de temps. C'est un petit peu une question semblable, je dirais, à celle de se mettre dans la tête de M. Trump. Un petit peu difficile de savoir exactement les motivations de M. Biden. Ce qui est clair, par contre, c'est l'impact. C'est-à-dire que ça vient saper à peu près toute crédibilité qui restait... À sa présidence? Ben, pas nécessairement à sa Non? présidence en son ensemble. Certainement, comme Catherine le mentionnait tantôt, disons que ça aide pas pour le legs de M. Biden, c'est le moins qu'on peut se dire. Surtout, soit dit en passant, lorsqu'on considère certains des crimes pour lesquels certaines de ces personnes-là avaient été condamnées. Un type qui était impliqué dans une histoire épouvantable de pornographie juvénile, une autre cause de fraude absolument majeure. Donc, il y a ça, et c'est surtout, encore une fois, que ça vient saper la crédibilité de ceux et celles qui, dans quoi, à peu près un mois et demi, vont vouloir critiquer de façon qui, à la base, aurait été parfaitement importante et légitime, les pardons qui s'en viennent de M. Trump. Parce qu'on parlait, il y a un instant, de l'entrevue qu'il a donnée au magazine Time. Ouais. Qu'est-ce qu'il répète encore et encore et encore, incluant dans cette fameuse entrevue-là, que dès, non pas les premières semaines ou les premières heures, dès les premières minutes de son mandat, il va expédier les pardons pour ce qui est des insurgés du 6 janvier. Ben oui. C'est condamnable Ouais. sur le fond, mais qui va pouvoir critiquer ça? Oui, Michel, en quelques Une secondes. petite chose, les 1500 pardons sont des criminels non violents qui avaient été renvoyés chez eux pendant la COVID parce que les pénitenciers Ouais. étaient un incubateur de COVID et qui étaient littéralement dans la société. Alors, il faut Il y a une temporiser un peu différence sur quand cette même, histoire. sauf que ça donne des munitions Ouais. à M. Trump, même si on sait qu'il va bien sûr Ah, bien pouvoir sûr. faire ce qu'il veut. Raphaël, Catherine, Michel, merci beaucoup. Oui, il nous reste plus de temps, Catherine, je suis désolée. C'est bon. Merci. Merci Bon à week-end. vous trois. Au revoir. Au revoir.